Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 mars 2021. J'ai commencé la lecture de ceci, Penser la pornographie, de Ruan Ogian. Alors, Ruan Ogian est né en 1947, il est décédé en 2017 d'un cancer. Il est de- d'origine polonaise, de confession juive. Une partie de sa famille a péri dans les camps et également d'expression yiddish. Il est arrivé en France à l'âge de 2 ans. A fait de brillantes études, comme on peut l'imaginer. Il a obtenu 2 doctorats en sociologie, en philosophie, dont un sous la direction de Jacques Bouvresse, spécialiste de Wittgenstein et de Musil, entre autres. Et donc, l'axe de sa philosophie, qui semble-t-il de sa philosophie, qui est une éthique minimale, peut se résumer en une seule ligne. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ne jamais nuire à autrui. Alors, ne jamais nuire à autrui, ça serait la base. Mais de cette simple assertion peut découler d'infinies ramifications. Alors, qu'est-ce qu'est la pornographie? En fait, il ne nous dit pas, Ogian, ce qu'est la pornographie. Il ne nous dit pas non plus ce qu'elle n'est pas. Ce qu'il fait, c'est une cartographie des diverses choses qu'on peut dire sur elle. Alors, il n'est ni pornophobe, ni pornophile. Sa réflexion se situe sur un plan de définition des problèmes. Alors, sur un plan de méthodologie aussi, si vous préférez. Tout ça en gardant à l'esprit le fait que les considérations morales liées à cette question euh, peuvent entraver la réflexion. Alors, évidemment, ce n'est pas ni une défense de la porno, ni une attaque. Mais ce qui m'a frappé, en fait, ce qui m'a intéressé, parce que là, je suis rendu à la moitié. Donc, je vais vous lire ou je vais commenter cette première moitié de lecture. Et demain, je vais poursuivre. Demain, j'aurai conclu ma lecture pour, euh, pour vous en parler un peu. L'angle qui m'intéresse dans cette affaire de pornographie, d'abord, cette première chose, la pornographie est devenue omniprésente dans nos vies. Il ne s'agit plus ici de savoir si on en consomme ou pas, parce que la proposition, elle est l'offre pornographique est, est incessante. Alors on peut s'en défendre ou on peut s'y livrer. Mais n'importe, ce n'était pas, il y a à peine, je dirais, 30 ans, 20 ans, la pornographie était un choix. On décidait d'en consommer, on pouvait aller dans des sex shops et on pouvait, et avant, c'était une expérience, si on parle des années 30, 40, c'était une expérience sous 50, c'était le fait de personnages euh, généralement appartenant à la grande bourgeoisie et qui organisaient dans leur domicile cossu des visionnements de films pornographiques. Alors, ça n'appartenait pas, c'était un privilège de nantis. Aujourd'hui, elle s'est totalement démocratisée à un degré où ouais, ce son-là, hein, c'est un petit peu énervant. Ça, c'est notre porte. Donc, il y a une espèce il y a un appel d'air qui s'engouffre entre le sas et la fenêtre, et la vitre, pardon. Et ça donne cette espèce de petit son. Notre porte passe son temps à gémir. Bon, ne jouit pas, là, elle gémit. Bon. Alors, mais là, il ne fait pas non plus l'histoire de la pornographie. Il ne nous explique pas. Mais il faut comprendre, et lui-même dit que le sujet l'intéresse assez peu.
Il dit que ça l'intéresse assez peu, et il juge aussi qu'autour de lui, la difficulté qu'ont les philosophes de réfléchir à la pornographie. Et c'est là où ça devient intéressant. Mais encore là, c'est pas ce qui m'a intéressé, moi, le plus. Ce qui m'intéresse, c'est les liens. Ce qui m'intéresse, c'est les liens entre la pornographie et l'art. Et ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années avec une recrudescence d'une forme de moralité, de moraline, euh, vraiment exaspérante. Alors, des œuvres sont condamnées au nom d'une sorte de vertu que j'ai du mal à m'expliquer. Alors, euh, et c'est ce volet-là qui m'a intéressé. Mais je vais quand même vous lire un ou deux passages. Euh, alors, il explique que, bon, la France a voté des lois pour protéger la jeunesse des images pornographiques. Et les États-Unis, eux, certaines législations qui ont été créées pour limiter, en tout cas, l'effet, hein, de la pornographie, ont été créées pour protéger les droits des femmes et la dégradation de l'image des femmes qui était au centre des débats. Alors, et là, il se livre ici à ce qu'il appelle les, les distinctions entre les documents à caractère sexuel, l'érotisme, la pornographie aussi. On se rappelle, au début des années 70, au moment de la pornographie de masse balbutiante, on établissait toujours un distinguo entre l'érotisme, qui était naturellement acceptable, et la pornographie. Euh, alors donc, il dit que toutes ces bonnes justifications esthétiques entre érotisme, pornographie, documents à caractère sexuel, planches anatomiques, euh, pour ne donner que ce seul exemple, euh, on, peuvent avoir de bonnes justifications esthétiques, mais n'ont aucune espèce de valeur morale. Alors, on peut pas y greffer des éléments moraux à ces distinctions-là d'ordre esthétique. Alors, il y a des films dits érotiques qui excluent des gros plans sur les organes sexuels masculins en érection. Il y a des films dits pornographiques qui justifient sans justification narrative. De toute façon, les justifications, le narratif dans un film pornographique, euh, disons, on n'est pas obligé d'être un grand scénariste pour fabriquer des films pornographiques. Alors il dit, pour le citer, mais il serait absurde, à mon avis, de soutenir qu'entre la représentation d'un pénis au repos et celle d'un pénis en érection, entre des scènes à caractère explicitement sexuel filmées de près dans la lumière brutale des projecteurs et des scènes à caractère explicitement sexuel filmées de loin dans un faible halo de lumière, il existe une différence morale. Alors ici, il nous explique un peu ce point très, très, très important de la philosophie d'Ogian. Il nous explique ce qu'il appelle son éthique minimale. Alors, cette éthique repose sur la distinction entre le juste et le bien, qui remonterait à Kant, semble-t-il, et que John Rawls a remise au goût du jour. Dans mon raisonnement, cette distinction entre le juste et le bien est cruciale. Ce
Cependant, mon but dans cet essai d'éthique appliquée n'est évidemment pas de faire l'histoire et la critique de cette distinction. Elle pose toutes sortes de problèmes qui sont loin d'avoir été résolus. Je vais me contenter de préciser le sens spécifique que je lui donne dans ce qui suit. L'éthique minimale telle que je la conçois repose sur 3 principes. 1. Neutralité à l'égard des conceptions substantielles du bien. 2. Principe négatif d'éviter de causer des dommages à autrui. 3. Principe positif qui nous demande d'accorder la même valeur à la voix ou aux intérêts de chacun. Alors, ce qui aussi le... Alors là, il explique davantage ce qu'il entend. Et ce qui l'horripile le plus, c'est le principe 3, qui fait intervenir le paternalisme, qui consiste à vouloir le bien d'autrui malgré malgré ce qu'il en pense. C'est vouloir imposer des notions morales à des individus qui en ont d'autres. C'est de ne pas respecter, en fait, la liberté de chacun de concevoir ce qui est bien pour lui. Alors, et le paternalisme est généralement accompagné aussi de coercition. Alors, pour lui, plus loin, il dit aussi le problème des relations entre morale et loi est assez compliqué. Ce qui est moral peut être illégal, et ce qui est immoral peut être légal. Le refus d'appliquer certaines mesures discriminatoires à l'égard des Noirs dans l'Afrique du Sud raciste était moral, mais illégal. L'application de ces mesures était immorale, mais légale. Ce que je peux me permettre de dire, c'est que lorsque la loi promeut une certaine conception substantielle du bien sexuel en sanctionnant des déviances par rapport à cette conception, elle est en contradiction avec l'éthique minimale. Elle est trop moraliste ou pas assez minimaliste. Voici un des points, je vous dirais 2 points qui me tiennent à cœur, en tout cas surtout dans cette période. La liberté d'expression artistique est l'un des effets bien connus de la censure de la pornographie. C'est que des artistes non conformistes finissent souvent par en être victimes, de Joyce à Mapplethorpe, en passant par Guyotat, même lorsque leurs œuvres ne sont pas directement ou exclusivement sexuelles. 2. Les droits des femmes et des minorités sexuelles, car l'un des effets bien connus de la censure de la pornographie, c'est que les femmes et les minorités sexuelles finissent toujours par en être victimes, même lorsque ce sont elles qui, comme dans le cas des féministes aux États-Unis, ont lancé des campagnes contre la pornographie. Oui, parce que les ouvrages, en tout cas au Canada, les ouvrages de féministes antipornographiques ont même été saisis par les douaniers comme étant vus comme des objets faisant la promotion de la pornographie. Il suffisait que le mot pornographie apparaisse sur la page du livre pour que les douaniers canadiens saisissent l'ouvrage, l'empêchant d'entrer au Canada. Alors, voyez l'espèce de contradiction de cette chose-là. Je vais vous lire un autre passage que j'ai trouvé extrêmement intéressant.
ce qu'il appelle la panique morale. Alors, je vais conclure là-dessus ce soir. Déjà 15 minutes, je n'arrive pas à concevoir que je puisse, comme ça, devant ma webcam, échanger avec vous et offrir des vidéos qui durent parfois presque une heure. Aujourd'hui, avant de faire cette petite vidéo-là, je m'interrogeais sur où tout cela va-t-il m'entraîner. Mon travail de base, c'est de proposer à la vente des livres, n'est-ce pas? Je suis libraire. Mais là, je suis pris. Les premières vidéos du début du mois de janvier avaient pour but de conserver une certaine sérénité de l'esprit parce que je réduis euh, à l'inactivité par le décret gouvernemental à cause de la pandémie. Eh bien, je me suis livré à cet exercice-là pour me maintenir vivant, si je peux dire. Les dernières semaines, euh, le terme jusqu'au... Je m'étais engagé à faire des vidéos jusqu'à temps que ma boutique rouvre ses portes. Et bien là, je me suis pris au jeu. Et là, tout à coup, même mes lectures sont... Je ne lis plus de la même manière. Ma pratique de lecture a toujours été une pratique solitaire. Et là, est-ce que je me mettrais à faire des lectures, au fond, pornographiques? Non, mais c'est pas ça la pornographie qui explique. Je vais vous donner la définition qui en donne, là, au sens le plus strict, sans aucune élucubration, mais même le choix des mots peut devenir compliqué. Hein. Et même ce qu'on pense bien défini, bien nommé, finit avec les usages, avec la transformation des mentalités, avec la transformation des mentalités, pas besoin d'évoquer une idée d'évolution, eh bien, le sens des mots peut changer, puis même, parfois, il peut même s'inverser. Et parfois, il peut même nous révéler d'autres aspects qu'on avait laissés tapis dans l'ombre. Alors, la panique morale, cette panique morale s'exprime par les 4 traits suivants qui relèvent ou bien des attitudes ou bien de la pensée. 1. Le refus d'aller jusqu'au bout de nos raisonnements moraux lorsqu'ils nous obligent à endosser des conclusions incompatibles avec nos préjugés. 2. Le refus de payer le coût intellectuel de notre engagement envers certains droits, à la protection de la vie privée, à la liberté d'expression, au procès équitable, à l'égale protection des lois, etc. 3. La tendance à toujours envisager le pire de la part de personnes dont on dit par ailleurs qu'elles sont sacrées, qu'elles méritent le plus grand respect, qu'elles sont autonomes, pourvues d'une éminente dignité, qu'il ne faut jamais les instrumentaliser. Alors, 4. La tendance à ne pas tenir compte du point de vue et de l'autonomie de celles et ceux dont on prétend défendre le bien. La pornographie est l'un des domaines où la panique morale est la plus frappante. Dans mon analyse, j'essaie d'éviter cette panique autant que possible. Je nous invite à méditer ces 4 points-là de la panique morale. Je trouve que c'est un élément tellement important. Alors, pourquoi est-il si difficile de définir la pornographie, ce qui est quasiment le cœur de cet ouvrage? Eh bien, il n'existe aucune réponse claire et universellement acceptée à cette question. Alors, il nous renvoie à l'étymologie du mot grec qui est incontesté et qui est un substantif, porné, qui désigne des prostituées, et du verbe graphane, qui signifie l'acte d'écrire ou de représenter.
De plus, on ne peut pas dire que rien n'a été fait pour tenter d'en préciser le sens de ce terme. Le juge américain Potter Stewart disait en gros: je ne sais pas définir la pornographie, mais je sais la reconnaître. Alors, écoutez, un dernier passage. Cependant, quand on dit à un artiste que son œuvre est pornographique, ce n'est généralement pas pour lui faire un compliment. Il y a dans l'usage présent du terme pornographie un aspect péjoratif évident, alors qu'il est inexistant dans le cas d'ethnographie ou de géographie. Conflits professionnels mis à part, ceux qui se disent ethnologues considèrent, semble-t-il, que ethnographe est une authentique insulte. C'est pourquoi je crois Alain Robbe-Grillet a pu se permettre de proposer cette boutade. La pornographie, c'est l'érotisme des autres. François Mauriac qui avait une formule qui s'apparentait à celle-ci. Ah, je vais essayer de vous la retrouver. C'était du même ordre. Donc, la pornographie, c'est l'érotisme des autres. Je comprends cette formule de la façon suivante. Un peu compliquée, certes, mais que Robbe-Grillet n'aurait peut-être pas désavoué. Des représentations sexuelles explicites, équivalentes du point de vue descriptif, le même genre de texte, de photos, de films, disons, peuvent être différentes du point de vue évaluatif, plaisantes ou érotiques, si c'est moi qui les consomme, répugnantes ou pornographiques, si c'est un autre. En réalité, la différence entre érotique et pornographique n'est pas descriptive. Les deux termes font référence à la même chose, mais évaluative ou normative. Érotique et positif, pornographique, négatif ou péjoratif. Alors, oui, oui. Oui, alors c'est tout. Hein? 23 minutes ce soir. La journée a été longue. L'hiver fait son œuvre. Demain, le gouvernement va annoncer sans doute d'autres mesures coercitives. Hein? Parce que on a eu notre bouffée d'oxygène. Et là, on se prépare à reprendre nos bonbonnes d'oxygène. Hein? Euh, avec le ministre de la Justice, oui. Le ministre de la Justice qui se dit de plus en plus inquiet car les, les virus mutent. Hein? Voilà. Les virus mutent. Mm-hmm. Alors c'est ça, c'est penser la pornographie. Je vais terminer ma lecture, je vais essayer de... Mais j'aime beaucoup ça, cette éthique minimale-là. Évidemment, euh, il y a long à dire. C'est un penseur extrêmement contesté, euh, autant par les conservateurs que par une certaine gauche. Et il faut le voir davantage comme un philosophe analytique, Augian, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie d'établir des catégories, qui essaie de ne pas émettre de jugements moraux. Alors, c'est une position qui est très difficile. Dire, nommer les choses par telles qu'elles sont, sans aller trop loin sans aller dans les considérations morales. Ben voilà, c'est tout pour ce soir. Mais la question de l'œuvre d'art, ça, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se resserre ici au niveau de la parole. C'est pour ça que je pense que Bataille est appelé à faire un grand retour. Je pense également, même si on dit que on en est revenu de la transgression, mais
Et tout le monde fait semblant aussi, c'est ça qui est frappant dans le cas de la pornographie. Tout le monde fait semblant que ça n'existe pas, alors que c'est omniprésent. C'est ça qui est fascinant. Et comme il le dit dans son introduction, il y a une sorte de refus de penser cette chose-là de la part des philosophes. Et quand ils le font, généralement, ils se doublent de moralistes, soit pour en proposer la licence, soit pour nous mettre en garde contre les effets délétères, incitant à la violence, ou soit agissant comme une catharsis. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas une sorte de neutralité sur le sujet pour essayer de le comprendre, pour essayer de le définir à tout le moins. Alors même la définition même du mot pose problème. Alors vous imaginez à quel point... et puis, avec la technologie, les pratiques évoluent. Hein? Ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est que la pornographie d'aujourd'hui, peut-être demain, dans quelques années, elle va être vue comme inoffensive, ringarde, comme le sont de vieux magazines Playboy du début des années 60, hein, qui aujourd'hui nous paraissent presque bon enfant, presque innocent même, hein, candide à tout le moins. Et peut-être que les, les acrobaties du rodéo euh, d'aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, 10 ans, vont avoir l'air absolument des acrobaties de salon presque insignifiantes. Ne sait-on pas, hein? Ne sait-on pas. Alors, de toute façon, c'est tout pour ce soir. La journée était longue. Et parce que malgré mes élucubrations, je demeure un libraire. Alors, merci et à demain. Ben oui, à demain.